Bonsoir. La nuit s'étend autour de nous, douce et profonde, une nuit qui invite à l'exploration intérieure, à ce voyage immobile vers les territoires les plus mystérieux de notre être, ceux où naissent les pensées. Installez-vous confortablement, laissez votre respiration se faire plus lente, plus régulière, sentez votre corps s'alourdir doucement, les tensions de la journée qui se relâchent une à une. Ce soir, nous allons explorer ensemble un mystère qui nous habite à chaque instant. Un phénomène si familier qu'il semble banal et pourtant si énigmatique qu'il défie encore notre compréhension complète. D'où viennent nos pensées? Cette question simple ouvre sur un abîme de complexité, car chaque seconde qui passe, votre esprit génère des pensées, des images, des sensations, des souvenirs, des projections, des émotions, un flux continu et changeant qui constitue votre expérience consciente. Mais où tout cela naît-il? Dans quelle chambre secrète de votre cerveau s'allume la première étincelle d'une idée? Comment un réseau de neurones produit-il cette chose immatérielle et pourtant si réelle que nous appelons une pensée? Nous allons explorer ce soir les chambres des possibles, ces espaces neuronaux où l'information se transforme en conscience, où le bruit électrique devient signification, où la matière engendre l'esprit. Laissez-vous porter par les mots, par les images, et si le sommeil vient vous chercher en chemin, accueillez-le sans résistance, car ce voyage vous accompagnera jusque dans vos rêves. Le théâtre silencieux. Imaginez un instant que vous puissiez observer votre propre cerveau de l'intérieur, que vous puissiez voir le moment précis où une pensée émerge, où elle se forme, où elle prend conscience d'elle-même. Ce que vous verriez ressemblerait à un spectacle lumineux d'une complexité vertigineuse, des milliards de neurones communiquant à travers des milliers de milliards de connexions, un ballet électrochimique d'une précision extraordinaire. Votre cerveau contient environ 86 milliards de neurones, chacun connecté en moyenne à 10 000 autres, formant un réseau d'une densité inimaginable, plus complexe que toutes les galaxies observables réunies. Et quelque part dans ce réseau, dans cette forêt neuronale dense et bruissante, naissent vos pensées. Mais où exactement? Pendant longtemps, les scientifiques ont cherché un lieu unique, un centre de la conscience, une région du cerveau qui serait le siège de la pensée, comme si quelque part se trouvait un petit homoncule, un observateur interne qui regarderait les images projetées sur l'écran de notre esprit. Cette idée intuitive se nomme le théâtre cartésien, en référence à René Descartes, qui imaginait la glande pinéale comme le point de rencontre entre l'âme et le corps, le lieu où l'immatériel touchait le matériel. Mais les neurosciences modernes ont progressivement abandonné cette vision, car elles ont découvert quelque chose de plus étrange et de plus beau. Il n'existe pas de centre unique de la conscience, pas de point focal où tout converge, pas de petit théâtre intérieur avec un spectateur solitaire. La conscience émerge plutôt de l'activité coordonnée de multiples régions cérébrales, comme une symphonie qui n'existe que dans l'interaction des musiciens, comme un motif qui apparaît seulement quand on regarde le tout. Les pensées naissent dans ce que les chercheurs nomment l'espace de travail global, une métaphore qui décrit comment l'information circule dans le cerveau. Imaginez une vaste salle de réunion, des dizaines de spécialistes travaillent chacun sur leur domaine, la vision analyse les formes et les couleurs, l'audition traite les sons, la mémoire conserve et récupère les souvenirs, le langage structure les concepts en mots. La plupart du temps, ces spécialistes travaillent en silence, en arrière-plan, de manière inconsciente. Ils effectuent leurs calculs, leurs analyses, leurs traitements, sans que vous en ayez conscience. Mais parfois, une information devient suffisamment importante, suffisamment intense, suffisamment pertinente. Alors elle est diffusée dans l'espace de travail global. Elle devient accessible à toutes les régions du cerveau. Elle entre dans la lumière de la conscience
C'est ce moment de diffusion, ce passage du traitement local au partage global qui transforme l'information en pensée consciente. Stanislas Dehaene, neuroscientifique français qui a consacré sa carrière à étudier la conscience, décrit ce processus comme un embrasement, une ignition, un point de basculement où l'activité neuronale passe d'un état localisé à un état distribué. Avant ce seuil, l'information existe, mais vous n'en avez pas conscience. Elle influence vos comportements, vos décisions, vos émotions de manière subliminale, invisible. Après ce seuil, elle devient pensée, elle entre dans le champ de votre attention. Vous pouvez la manipuler, la verbaliser, la mémoriser, la partager. Cette transition fascine les chercheurs, car elle représente le mystère central de la conscience. Comment une activité neuronale devient-elle expérience subjective? Comment le cerveau produit-il cette sensation d'être quelqu'un, de penser, de ressentir, d'exister? Personne ne le sait complètement, mais les indices s'accumulent, les pièces du puzzle se mettent en place, et l'image qui émerge est d'une beauté étrange. Les architectes de l'instant. Pour comprendre comment naissent les pensées, il faut d'abord comprendre comment fonctionne un neurone, cette cellule si particulière, cette unité élémentaire du calcul cérébral. Un neurone ressemble à un arbre miniature. Son corps cellulaire forme le tronc. De nombreuses branches, appelées dendrites, s'étendent comme une canopée, captant les signaux venus d'autres neurones, et un long prolongement unique, l'axone, part comme une racine vers d'autres territoires du cerveau. Les neurones communiquent à travers de minuscules espaces appelés synapses. Quand un signal électrique atteint l'extrémité d'un axone, il déclenche la libération de molécules messagères, les neurotransmetteurs, qui traversent l'espace synaptique et se lient aux récepteurs du neurone suivant. Ce processus se déroule en quelques millisecondes et se répète des milliards de fois chaque seconde dans votre cerveau, formant un flux constant d'informations. Mais un neurone isolé ne pense pas, il ne fait que transmettre des signaux comme un interrupteur qui s'allume ou s'éteint, comme un morse qui clignote dans la nuit. Ce sont les patterns d'activité, les configurations complexes d'activation neuronale qui portent la signification, qui encodent les pensées. Imaginez que vous pensez à une pomme. À l'instant même où cette pensée apparaît dans votre esprit, un pattern spécifique de neurones s'active. Dans le cortex visuel s'allume la représentation de sa forme ronde, de sa couleur rouge. Dans les régions liées au goût surgit le souvenir de sa saveur sucrée, légèrement acidulée. Dans les zones motrices s'éveille la mémoire du geste de croquer. Dans l'hippocampe remonte peut-être le souvenir d'un verger visité dans l'enfance. Tous ces fragments, dispersés dans différentes régions du cerveau, se synchronisent, s'assemblent, forment une expérience unifiée, une pensée unique, la pomme. Ce processus s'appelle la liaison, ou binding en anglais, et il représente l'un des mystères les plus profonds de la cognition. Comment des informations distribuées dans tout le cerveau se combinent pour former une expérience cohérente. Les chercheurs pensent que la synchronisation des oscillations neuronales joue un rôle crucial. Les neurones qui encodent différents aspects d'une même chose commencent à osciller en phase, comme des métronomes qui se synchronisent, créant ainsi une signature temporelle commune qui lie leurs activités. Cette synchronisation se produit dans différentes bandes de fréquences. Les ondes gamma, entre 30 et 100 Hz, semblent particulièrement importantes pour la liaison consciente. Elles créent comme une lumière stroboscopique qui éclaire simultanément tous les éléments d'une pensée. Mais d'où vient l'impulsion initiale? Qu'est-ce qui déclenche cette synchronisation? Qu'est-ce qui fait qu'à cet instant précis, vous pensez à une pomme plutôt qu'à une orange? La réponse est à la fois simple et vertigineuse. Vos pensées émergent de l'interaction constante
entre trois sources d'information. D'abord, les stimuli externes, ce que vos sens captent du monde, la lumière qui frappe votre rétine, les sons qui vibrent dans vos oreilles, les textures qui touchent votre peau. Tout cela génère un flux continu d'informations qui alimente votre cerveau. Ensuite, les états internes, vos besoins physiologiques, votre niveau d'énergie, vos émotions, votre équilibre hormonal, tout ce paysage intérieur invisible qui colore votre expérience. Enfin, et c'est peut-être le plus fascinant, l'activité spontanée du cerveau, le bruit de fond neuronal, ces patterns d'activation qui surgissent sans cause externe apparente, comme des vagues dans un océan calme. Cette activité spontanée est longtemps apparue comme du simple bruit, des fluctuations aléatoires, sans signification. Mais les neuroscientifiques ont découvert qu'elle est en réalité hautement structurée, qu'elle reflète l'organisation intrinsèque du cerveau, ses attentes, ses modèles du monde, ses souvenirs. En fait, votre cerveau consomme environ 20% de l'énergie totale de votre corps. Et étonnamment, l'activité liée au traitement des stimuli externes ne représente qu'environ 5% de cette consommation. Les 95% restants sont dédiés à cette activité spontanée, à ce dialogue interne constant. Cela pourrait suggérer que votre cerveau n'est pas principalement un organe qui réagit au monde, mais plutôt un organe qui génère constamment des prédictions sur le monde, qui simule, qui imagine, qui anticipe. Et vos pensées conscientes ne seraient que la surface visible de ce vaste océan de calcul. Inconscient, les vagues qui émergent momentanément avant de replonger dans les profondeurs. La rivière souterraine. Si vous observiez l'intégralité de l'activité de votre cerveau, si vous pouviez voir chaque pensée qui se forme, chaque calcul qui s'effectue, chaque représentation qui s'active, vous seriez stupéfait de découvrir à quel point peu de choses atteignent votre conscience. La vaste majorité de ce que fait votre cerveau demeure invisible, souterrain, inconscient. Pendant que vous lisez ces mots, ou plutôt pendant que vous écoutez cette voix, votre cerveau accomplit des milliers de tâches dont vous n'avez aucune conscience. Il régule votre respiration, votre rythme cardiaque, votre température corporelle, il maintient votre équilibre, il surveille constamment l'environnement à la recherche de dangers potentiels, il prédit vos prochains mouvements, il active des souvenirs pertinents, il prépare des réponses. Tout cela se déroule en arrière-plan, dans cette rivière souterraine de processus inconscients qui coulent sans cesse sous la surface de votre conscience. Les psychologues cognitivistes estiment que nous sommes conscients de moins de 1% de l'activité totale de notre cerveau. Le reste demeure dans l'ombre, accessible seulement de manière indirecte, à travers ses effets sur nos pensées, nos émotions, nos comportements. Cette réalisation peut sembler troublante, l'idée que la majeure partie de notre vie mentale nous échappe, que nous ne sommes conscients que d'une fraction infime de nous-mêmes. Mais c'est aussi libérateur, car cela signifie que votre cerveau travaille pour vous en permanence, qu'il prend en charge d'innombrables tâches complexes sans que vous ayez à y penser, vous laissant libre de concentrer votre attention consciente sur ce qui est vraiment important. Considérez par exemple le simple acte de marcher. Quand vous étiez enfant, apprendre à marcher nécessitait toute votre concentration. Chaque pas était un défi. Maintenir l'équilibre demandait un effort conscient intense. Mais maintenant, vous marchez sans y penser. Vous pouvez converser, réfléchir à des problèmes complexes, admirer le paysage, tout en marchant de manière parfaitement coordonnée, car le contrôle de la marche a été relégué au processus inconscient, automatisé, libérant ainsi votre conscience pour d'autres tâches. Cette capacité à automatiser, à rendre inconscient ce qui était conscient, est l'une des grandes forces de votre cerveau. Elle
vous permet d'accumuler des compétences, de développer des expertises, de naviguer dans un monde complexe sans être constamment submergé par les détails. Mais parfois, quelque chose d'inhabituel se produit. Un processus normalement inconscient force soudainement le seuil de la conscience, remonte à la surface, devient pensée. Cela arrive quand vous rencontrez quelque chose d'inattendu, quand vos prédictions échouent, quand le monde ne se comporte pas comme prévu. Imaginez que vous marchez sur un trottoir familier. Soudain, votre pied rencontre une irrégularité, une pierre qui dépasse légèrement. Instantanément, votre attention se focalise sur votre démarche. Le contrôle conscient reprend le dessus. Vous ajustez votre pas, retrouvez votre équilibre. Ce passage de l'inconscient au conscient, cette remontée à la surface, se produit constamment. C'est l'un des mécanismes fondamentaux par lesquels les pensées émergent. Les neuroscientifiques appellent cela le signal d'erreur de prédiction. Votre cerveau génère constamment des prédictions sur ce qui va se passer, et quand la réalité diffère de ces prédictions, le signal d'erreur attire l'attention consciente. C'est pour cela que vous remarquez davantage les choses nouvelles que les choses familières. C'est pour cela que votre nom prononcé dans une conversation lointaine attire immédiatement votre attention. C'est pour cela qu'un bruit inhabituel dans la nuit vous réveille alors que les bruits habituels vous laissent dormir. Votre conscience fonctionne comme un projecteur. Elle éclaire ce qui est pertinent, ce qui est surprenant, ce qui nécessite une attention, laissant le reste dans la pénombre des processus automatiques. Mais qui dirige ce projecteur? Qui décide de ce qui mérite d'être conscient? Il n'y a pas de contrôleur central, pas de homoncule qui prendrait ces décisions. C'est plutôt une compétition constante. Différentes informations rivalisent pour atteindre la conscience, et celles qui gagnent sont celles qui sont les plus saillantes, les plus intenses, les plus pertinentes pour vos buts actuels. Cette compétition se déroule en grande partie inconsciemment, formant ainsi une autre couche de la rivière souterraine, un filtre qui détermine ce qui émergera à la surface. L'orchestre de la mémoire. Vos pensées ne surgissent pas du néant, elles sont profondément enracinées dans votre passé, dans l'immense bibliothèque de souvenirs que vous avez accumulée tout au long de votre vie. Chaque pensée qui traverse votre esprit est façonnée par vos expériences antérieures, par ce que vous avez appris, par ce que vous avez vécu, par les patterns que votre cerveau a extraits de millions de moments passés. La mémoire n'est pas un simple enregistrement passif, ce n'est pas une vidéothèque où seraient stockées des copies fidèles de vos expériences, c'est plutôt un processus actif de reconstruction, une recréation perpétuelle du passé à la lumière du présent. Quand vous vous souvenez de quelque chose, votre cerveau ne va pas chercher un fichier dans une archive, il réactive plutôt le pattern neuronal qui s'était formé lors de l'expérience originale. Il rallume les mêmes neurones, dans les mêmes configurations, comme rejouer une symphonie. Mais cette réactivation n'est jamais parfaite, elle est toujours teintée par votre état actuel, par vos connaissances nouvelles, par le contexte présent, comme une partition qui sonnerait légèrement différente à chaque interprétation. Cette plasticité de la mémoire explique pourquoi vos souvenirs peuvent changer avec le temps, pourquoi des détails s'ajoutent, disparaissent, se transforment, sans que vous en ayez conscience. Votre cerveau remanie constamment son archive, l'adapte, la met à jour. Mais au-delà des souvenirs explicites, ces événements que vous pouvez consciemment rappeler, il existe une forme de mémoire plus profonde, plus diffuse, qui influence profondément vos pensées, sans que vous le réalisiez. On l'appelle la mémoire implicite ou mémoire procédurale. Elle encode non pas des événements, mais des patterns, des habitudes, des associations, des savoir-faire. C'est cette mémoire qui vous permet de faire du vélo sans y penser, de taper sur un clavier sans regarder les touches, de reconnaître instantanément le visage d'un ami dans une foule, de sentir qu'une situation
et familière sans pouvoir dire pourquoi. Cette mémoire implicite constitue la structure profonde de votre cognition. Elle est comme le lit d'une rivière qui guide le flux de vos pensées, qui détermine les directions que prendra votre esprit, les associations qui surgiront, les intuitions qui émergeront. Pensez à un musicien virtuose. Quand il improvise, ses doigts dansent sur l'instrument sans que sa conscience doive guider chaque mouvement. Les patterns musicaux jaillissent spontanément, formés par des milliers d'heures de pratique, par une mémoire corporelle profondément ancrée. Ces pensées musicales émergent de cette mémoire implicite, de ce réservoir de motifs appris, réarrangés de manière créative dans l'instant présent. D'une certaine manière, toutes vos pensées fonctionnent ainsi. Elles sont des improvisations sur des thèmes appris, des variations sur des patterns familiers, des recombinaisons créatives d'éléments déjà connus. L'hippocampe joue un rôle central dans ce processus. Cette structure en forme de cheval de mer, nichée au cœur de chaque hémisphère cérébral, elle est essentielle pour former de nouveaux souvenirs, pour lier ensemble les différents aspects d'une expérience, pour les consolider en traces durables. Mais l'hippocampe fait plus que stocker. Il génère également, il crée de nouvelles combinaisons. Imagine des scénarios futurs en recombinant des éléments du passé, vous permettant ainsi de prévoir, de planifier, de simuler mentalement des situations qui n'ont pas encore eu lieu. Cette capacité à voyager mentalement dans le temps, à revivre le passé et à prévisualiser le futur semble uniquement humaine, ou du moins particulièrement développée chez les humains, et elle est fondamentale pour la richesse de notre vie mentale. Vos pensées sur l'avenir naissent dans cette même chambre que vos souvenirs. Elles utilisent les mêmes mécanismes neuronaux, simplement orientés vers ce qui n'est pas encore plutôt que vers ce qui a été. La mémoire et l'imagination ne sont donc pas des facultés séparées, ce sont deux faces d'une même capacité, celle de se libérer du moment présent, de transcender l'ici et maintenant, de voyager mentalement à travers le temps. Et c'est peut-être cette capacité, plus que toute autre, qui définit la richesse de notre conscience humaine, notre aptitude à habiter simultanément le passé, le présent et le futur, à tisser ces temporalités ensemble dans le flux continu de nos pensées. Les vents de l'émotion. Vos pensées ne sont jamais purement abstraites, purement logiques, purement rationnelles. Elles sont toujours teintées d'émotions, colorées par votre état affectif, portées par les vents changeants de vos sentiments. L'émotion et la cognition ne sont pas séparées. Elles sont intimement liées, interdépendantes, formant un système unifié qui génère votre expérience consciente. Pendant longtemps, la tradition philosophique occidentale a opposé raison et émotion, plaçant la raison au sommet de l'esprit, considérant les émotions comme des perturbations, des interférences qui troublaient la pensée claire. Mais les neurosciences contemporaines révèlent une réalité bien différente. Les émotions ne sont pas des obstacles à la pensée rationnelle, elles en sont plutôt le fondement, le guide, le moteur. Antonio Damasio, neurologue portugais, a étudié des patients dont les connexions entre les régions émotionnelles et rationnelles du cerveau avaient été endommagées. Ces patients pouvaient raisonner normalement sur des problèmes abstraits, mais ils étaient incapables de prendre des décisions simples dans leur vie quotidienne. Choisir quoi manger au restaurant devenait une épreuve interminable. Ils pouvaient analyser rationnellement les avantages et inconvénients de chaque plat, mais sans le signal émotionnel leur indiquant ce qu'ils préféraient. Ils ne parvenaient jamais à une conclusion. Ces observations ont conduit Damasio à proposer l'hypothèse des marqueurs somatiques, l'idée que nos émotions fonctionnent comme des signaux qui guident nos décisions, comme des raccourcis qui nous permettent de naviguer dans un monde complexe sans avoir à analyser rationnellement chaque option. Quand vous devez prendre une décision, votre cerveau génère rapidement des simulations des différentes options, et chaque option déclenche une réponse émotionnelle subtile, un ressenti corporel
une intuition qui vous indique si cette option est bonne ou mauvaise pour vous. Ces signaux émotionnels émergent de votre expérience passée, de millions de situations similaires que vous avez rencontrées où certains choix ont mené au succès et d'autres à l'échec. Votre cerveau a appris ces patterns et maintenant il les utilise pour guider vos choix présents. Vos pensées conscientes sur ce qu'il faut faire sont donc profondément influencées par ces courants émotionnels souterrains, par ces signaux qui remontent des profondeurs de votre histoire personnelle. Mais les émotions ne font pas que guider les décisions, elles façonnent aussi la texture même de vos pensées, leur tonalité, leur direction, leur contenu. Quand vous êtes triste, vos pensées tendent à dériver vers des souvenirs mélancoliques, vers des interprétations négatives des événements, vers des anticipations pessimistes de l'avenir, comme si un filtre gris s'était posé sur votre esprit. Quand vous êtes joyeux, les mêmes événements vous apparaissent sous un jour différent, les difficultés semblent surmontables, les possibilités s'ouvrent, l'avenir brille de promesses. Les psychologues appellent cela la congruence émotionnelle, la tendance de votre état émotionnel actuel à influencer quels souvenirs vous rappellent, quelles interprétations vous adoptez, quelles pensées émergent spontanément. Au niveau neuronal, les régions émotionnelles du cerveau, l'amygdale, le cortex cingulaire, le cortex orbitofrontal, communiquent constamment avec les régions cognitives, modulant leur activité, ajustant leur sensibilité, colorant leurs outputs. Les neurotransmetteurs associés aux émotions, la sérotonine, la dopamine, la noradrénaline, baignent littéralement votre cerveau, modifiant l'excitabilité neuronale, la transmission synaptique, les patterns d'activation. Ainsi, vos pensées naissent toujours dans un climat émotionnel particulier, comme des plantes qui pousseraient différemment selon la météo, selon la température, selon la lumière. Mais vous pouvez aussi influencer consciemment ce climat, modifier le vent qui souffle sur vos pensées. C'est le principe des thérapies cognitives, l'idée qu'en changeant vos patterns de pensée, vous pouvez transformer vos émotions. Un cercle vertueux peut se créer. Une pensée positive génère une émotion positive qui favorise d'autres pensées positives, qui renforcent l'émotion dans une spirale ascendante. De même, malheureusement, un cercle vicieux peut s'installer, rumination, anxiété, dépression, quand les pensées négatives et les émotions douloureuses se renforcent mutuellement. Comprendre cette interdépendance entre pensée et émotion, c'est commencer à avoir prise sur votre vie intérieure, c'est reconnaître que vous n'êtes pas simplement le spectateur passif de vos pensées, mais que vous pouvez participer activement à leur formation, à leur direction. Et la nuit, quand vous vous endormez, ces vents émotionnels continuent de souffler, ils façonnent vos rêves, ces pensées nocturnes étranges et libres, où les règles de la logique se relâchent, où l'émotion devient le guide principal. Vos rêves sont peut-être les pensées les plus pures, celles où l'émotion s'exprime sans le filtre de la raison éveillée, comme une musique jouée sans partition, suivant seulement le sentiment. L'atelier du langage. Il existe une question fascinante qui divise les chercheurs. Est-il possible de penser sans langage ? Quand vous lisez ces mots en ce moment, ou plutôt quand vous les entendez, ils se transforment en pensées. Les concepts évoqués prennent forme dans votre esprit, mais cette forme est-elle nécessairement linguistique ? Certains philosophes et linguistes, comme Benjamin Lee Whorf, ont proposé que le langage ne se contente pas d'exprimer nos pensées, mais qu'il les structure, les façonne, les détermine, que nous ne pouvons penser que ce que notre langue nous permet de penser. Cette idée, connue sous le nom d'hypothèse de Sapir-Whorf, suggère que des locuteurs de langues différentes vivraient dans des mondes mentaux différents,
que leur langue façonnerait leur perception, leur cognition, leur réalité subjective. Les versions fortes de cette hypothèse ont été largement réfutées. On sait maintenant que les humains peuvent penser et comprendre des concepts même s'ils n'ont pas de mots spécifiques pour les désigner. Mais une version plus modérée semble vraie. Le langage influence effectivement certains aspects de la cognition. Il facilite certaines distinctions, rend certaines catégories plus saillantes, guide l'attention vers certains aspects de l'expérience. Par exemple, des études ont montré que les locuteurs de langue qui distinguent lexicalement plus de nuances de couleurs, comme le russe qui a des mots séparés pour le bleu clair et le bleu foncé, sont légèrement plus rapides pour discriminer ces couleurs. Le langage a affiné leur perception. Mais au-delà de ces influences subtiles, il semble clair que beaucoup de notre pensée se déroule effectivement dans le langage, ou du moins en interaction étroite avec lui. Quand vous réfléchissez à un problème complexe, vous vous parlez souvent à vous-même, intérieurement, verbalement, vous formulez des questions, vous testez des réponses, vous articulez des arguments, comme si vous meniez une conversation avec vous-même. Ce dialogue intérieur, ce monologue interne, structure votre pensée, il la rend plus séquentielle, plus linéaire, plus explicite, il transforme le flux diffus de l'intuition en une chaîne claire de raisonnement. Au niveau neuronal, les régions du langage, principalement situées dans l'hémisphère gauche pour la plupart des gens, l'aire de Broca qui génère le langage et l'aire de Wernicke qui le comprend, sont actives même lors de la pensée silencieuse. Votre cerveau active littéralement les mêmes régions que vous utiliseriez pour parler à voix haute, mais en mode silencieux, comme une répétition mentale, une simulation de la parole. Cela suggère que pour beaucoup de nos pensées conscientes complexes, le langage n'est pas seulement un moyen d'expression, mais un outil de pensée, un médium dans lequel la pensée se déploie. Mais il existe aussi des pensées non linguistiques, des formes de cognition qui échappent aux mots. Quand vous visualisez mentalement un objet, quand vous imaginez une forme, quand vous vous orientez dans l'espace, quand vous appréciez une mélodie, quand vous ressentez une émotion, ces expériences que se déroulent souvent sans mots, elles utilisent d'autres codes, d'autres langages neuronaux. Les artistes, les musiciens, les mathématiciens rapportent souvent que leurs idées les plus profondes leur viennent d'abord sous forme non verbale, comme des intuitions, des images, des sensations qu'ils doivent ensuite traduire laborieusement en mots. Einstein disait que ses pensées les plus créatives prenaient la forme d'images et de sensations musculaires et que les mots venaient seulement après, dans une phase secondaire de formalisation. Peut-être alors que le langage est un peu comme une loupe. Il permet de focaliser certaines pensées, de les examiner en détail, de les communiquer aux autres, mais il ne capture pas toute la richesse de la vie mentale. Il existe des dimensions de l'expérience qui lui échappent. Et peut-être que dans l'espace, entre les mots, dans le silence qui précède la formulation, dans cette zone préverbale de la conscience, se trouvent certaines des pensées les plus profondes, les plus authentiques, celles qui n'ont pas encore été filtrées par les contraintes de la langue. Les jardins de la créativité. Parmi toutes les pensées qui naissent dans votre esprit, certaines sont particulièrement précieuses, particulièrement surprenantes. Ce sont les pensées créatives, les idées nouvelles, les insights, les moments d'illumination. D'où viennent ces pensées créatives? Comment émergent-elles? Pourquoi certaines personnes semblent plus créatives que d'autres? La créativité a longtemps été considérée comme mystérieuse, presque magique, un don des muses, une inspiration divine, quelque chose qui échappait à l'analyse rationnelle. Mais les neurosciences et la psychologie cognitive commencent à lever le voile sur ces processus, et ce qu'elles révèlent est fascinant. La créativité semble impliquer une forme particulière de pensée, ce qu'on appelle la pensée divergente, la capacité à générer de multiples solutions à un problème, à explorer différentes directions, à faire des connexions inattendues entre des concepts apparemment sans rapport.
Cette pensée divergente contraste avec la pensée convergente, celle qui cherche la solution unique, correcte, logique à un problème bien défini, la pensée que favorise l'éducation formelle, celle qui est mesurée par les tests standards. Au niveau neuronal, la créativité semble associée à un certain mode de fonctionnement du cerveau, caractérisé par une connectivité accrue entre des régions normalement peu connectées, permettant des associations inhabituelles. Il existe un réseau neuronal particulièrement intéressant pour comprendre la créativité. C'est le réseau du mode par défaut, ou Default Mode Network en anglais. Ce réseau s'active quand vous ne faites rien de particulier, quand vous laissez votre esprit vagabonder, quand vous rêvassez, quand votre attention n'est dirigée vers aucune tâche spécifique. Longtemps considéré comme un simple bruit de fond, ce réseau est maintenant reconnu comme crucial pour de nombreuses fonctions cognitives supérieures, la mémoire autobiographique, la simulation mentale, la théorie de l'esprit et la créativité. Quand ce réseau est actif, votre esprit explore librement, fait des connexions spontanées, recombine des idées, génère des associations nouvelles. C'est dans cet état de vagabondage mental que surgissent souvent les insights créatifs. Mais la créativité nécessite aussi l'intervention du réseau exécutif, celui qui contrôle l'attention, qui évalue, qui sélectionne parmi les multiples possibilités générées par le réseau du mode par défaut. La créativité optimale semble ainsi impliquer une danse subtile entre deux modes, l'exploration libre du réseau du mode par défaut et l'évaluation focalisée du réseau exécutif, alternant entre divergence et convergence, entre génération et sélection. C'est peut-être pourquoi tant de pensées créatives surgissent dans des moments de relaxation, sous la douche, en marchant, juste avant de s'endormir, quand le contrôle exécutif se relâche, permettant au réseau du mode par défaut de s'activer pleinement, d'explorer des territoires mentaux inhabituels. Les psychologues ont identifié plusieurs phases typiques du processus créatif. D'abord la préparation, l'immersion dans un problème, l'accumulation d'informations, d'expériences, de connaissances pertinentes. C'est comme préparer le sol avant de planter. Puis l'incubation, une période où l'on cesse consciemment de travailler sur le problème, où l'on passe à autre chose, mais où le traitement inconscient continue, où les connexions se forment dans l'ombre. Ensuite, l'illumination, le moment Eureka, où la solution émerge soudainement à la conscience, souvent accompagnée d'une sensation de plaisir, de surprise, de certitude. Enfin, la vérification, où l'on teste l'idée, on l'évalue, on l'affine, on la développe. Cette séquence suggère que les pensées créatives naissent souvent de l'interaction entre processus conscients et inconscients, entre effort délibéré et relaxation, entre concentration et lâcher prise. Forcer la créativité est souvent contre-productif. Les meilleures idées viennent quand on cesse de les chercher désespérément, quand on laisse l'esprit vagabonder, quand on fait confiance au processus inconscient. Mais cela ne signifie pas que la créativité est passive. Elle requiert d'abord l'effort de préparation, l'accumulation de matériel mental, puis la patience d'attendre, la confiance que quelque chose émergera. Et peut-être que la nuit, dans le sommeil, quand le contrôle conscient est complètement relâché, quand le cerveau peut réorganiser librement ses connexions, certaines des transformations les plus profondes se produisent. De nombreux créateurs rapportent que le sommeil leur apporte des solutions, que le matin révèle des perspectives nouvelles sur des problèmes qui semblaient insolubles la veille, comme si la nuit était un jardin secret où les graines plantées pendant le jour pouvaient germer, croître, fleurir en pensées nouvelles. Les frontières poreuses. Il existe une illusion tenace dans notre expérience quotidienne, l'illusion que nos pensées sont clairement délimitées, que nous savons exactement où commence une pensée et où elle se termine, que notre esprit fonctionne comme une série d'unités distinctes et séparées. Mais si vous observez attentivement le flux de votre conscience, si vous portez attention à ce qui se passe réellement dans votre esprit, vous découvrez quelque chose de différent.
Les pensées se mélangent, elles se superposent, elles s'interpénètrent, comme des vagues qui se fondent les unes dans les autres, comme des couleurs qui se diffusent sur un papier humide. Vous pensez à ce que vous allez faire demain, et soudain surgit un souvenir d'hier, puis une sensation corporelle attire votre attention, puis vous remarquez un son dans l'environnement, puis vous revenez à votre plan de demain, mais légèrement modifié par tous ces éléments intermédiaires. Ce flux continu, cette rivière de conscience, ne se divise pas naturellement en unités discrètes, c'est nous qui imposons ces divisions, qui créons artificiellement des frontières, qui découpons l'expérience en morceaux nommables. William James, le psychologue et philosophe américain du XIXe siècle, décrivait la conscience comme un flux, un stream of consciousness, pas une chaîne d'éléments séparés, mais un courant continu où tout se fond ensemble. Cette fluidité de la pensée devient particulièrement évidente dans certains états modifiés de conscience, lors de la méditation profonde, dans certaines expériences psychédéliques, dans les moments de flow où l'on est complètement absorbé par une activité. Dans ces états, les frontières habituelles deviennent encore plus poreuses, la distinction entre soi et l'environnement peut s'estomper. Le sens du temps se dissout. La conscience semble s'étendre au-delà de ses limites ordinaires. Ces expériences suggèrent que la structure que nous percevons dans notre vie mentale, cette organisation apparente en pensées distinctes, en moments séparés, n'est pas une propriété fondamentale de la conscience, mais plutôt une construction, un cadre que notre esprit impose pour donner du sens à l'expérience brute. Au niveau neuronal, cette fluidité se reflète dans la nature dynamique de l'activité cérébrale. Les patterns neuronaux ne restent jamais stables, ils évoluent constamment, se transforment, émergent et disparaissent dans un balai incessant. Il n'y a pas de frontière nette entre les états cérébraux, pas de transition abrupte entre une pensée et la suivante. Tout est graduel, tout est flux. Cette réalisation peut être à la fois troublante et libératrice. Troublante parce qu'elle remet en question notre sens intuitif de contrôle et de cohérence. Libératrice parce qu'elle nous invite à lâcher prise, à accepter la nature fondamentalement fluide de notre expérience. Peut-être que vos pensées ne vous appartiennent pas vraiment. Peut-être qu'elles sont plutôt comme des oiseaux qui traversent le ciel de votre conscience, apparaissant de nulle part, séjournant un moment, puis disparaissant vers des destinations inconnues. Vous n'êtes pas celui qui crée ces pensées, vous êtes plutôt l'espace dans lequel elles apparaissent, le témoin silencieux de leur passage, la chambre où elles naissent, vivent brièvement, puis s'évanouissent. L'attention, sculptrice du réel. Parmi tous les processus qui façonnent vos pensées, l'attention occupe une place particulière. Elle est comme un projecteur qui éclaire certaines parties de votre expérience, laissant le reste dans l'ombre. À chaque instant, votre cerveau est bombardé par des millions de signaux sensoriels, des photons frappent votre rétine, des molécules stimulent vos récepteurs olfactifs, des ondes sonores font vibrer vos tympans, votre peau enregistre une myriade de sensations tactiles, votre système vestibulaire surveille votre équilibre, vos organes internes envoient dire des rapports constants sur leur état. Tout cela se déroule simultanément, un déluge d'informations qui submergerait votre conscience si votre cerveau ne possédait pas un mécanisme pour filtrer, pour sélectionner, pour choisir ce qui mérite l'attention. C'est ce mécanisme d'attention qui détermine en grande partie quelles pensées émergent, car ce que vous ne remarquez pas, ce sur quoi votre attention ne se pose pas, reste en dehors de votre conscience, existe sans être vécu. Les psychologues distinguent plusieurs formes d'attention. L'attention soutenue, qui vous permet de vous concentrer longuement sur une tâche, l'attention sélective, qui filtre les distractions, l'attention divisée qui permet de gérer plusieurs sources d'informations simultanément.
l'attention endogène dirigée volontairement, l'attention exogène capturée automatiquement par des stimuli saillants. Mais au-delà de ces catégories techniques, l'attention possède une qualité plus subtile. Elle ne fait pas que sélectionner l'information, elle la transforme, elle l'enrichit, elle la façonne. Quand vous portez attention à quelque chose, vous ne vous contentez pas de le voir plus clairement, vous le faites littéralement exister différemment dans votre expérience. Les détails se révèlent, les connexions apparaissent, la signification émerge. Pensez à une musique que vous écoutez distraitement, en faisant autre chose. Elle est là, présente, mais vague, floue. Puis soudain vous décidez d'y prêter attention, et instantanément elle se transforme. Vous commencez à entendre les différents instruments, à suivre la mélodie, à sentir le rythme, à percevoir les harmonies. La musique n'a pas changé, mais votre expérience de celle-ci a été radicalement transformée par l'attention. Au niveau neuronal, l'attention amplifie l'activité des régions cérébrales qui traitent l'information pertinente, comme monter le volume d'un signal particulier dans le bruit de fond, permettant ainsi à cette information de franchir le seuil de la conscience. Mais l'attention fait plus qu'amplifier, elle synchronise, elle coordonne, elle lie ensemble des informations distribuées, créant ainsi des représentations cohérentes, des pensées unifiées. Sans attention, l'information reste fragmentée, dispersée, inconsciente. C'est l'attention qui assemble les pièces, qui crée le tout. Et voici quelque chose de fascinant. Votre capacité attentionnelle est limitée. Vous ne pouvez porter attention qu'à un nombre restreint de choses à la fois, environ 4 à 7 éléments selon les estimations classiques, peut-être même moins selon des recherches plus récentes. Cette limitation signifie que vous devez constamment choisir, consciemment ou non, à quoi accorder votre attention, et ces choix déterminent en grande partie le contenu de votre vie mentale, la texture de votre expérience, la direction de vos pensées. Où va votre attention? Là va votre conscience, là naissent vos pensées. Les traditions contemplatives ont compris cela depuis des millénaires. C'est pourquoi la méditation est souvent décrite comme un entraînement de l'attention. Apprendre à diriger l'attention volontairement, à la maintenir stable, à observer comment elle fonctionne. Car en comprenant votre attention, en développant une relation consciente avec elle, vous gagnez une certaine liberté par rapport à vos pensées. Vous n'êtes plus simplement emporté par leur flux. Vous pouvez choisir, au moins partiellement, où vous voulez que votre esprit se pose. Et cette capacité, même modeste, même imparfaite, change profondément la qualité de l'existence, car si vos pensées façonnent votre réalité, alors en façonnant vos pensées par l'attention, vous façonnez votre réalité. La nuit venue, quand vous vous préparez au sommeil, cette même attention peut devenir un outil précieux en la dirigeant doucement vers votre respiration, vers les sensations de votre corps qui s'alourdit, vers les images apaisantes. Vous guidez vos pensées vers des territoires propices au repos. L'attention devient alors comme une berceuse qui accompagne votre conscience vers les rivages du sommeil. Les pensées qui nous pensent. Il existe une question troublante qui émerge quand on explore profondément la nature de la pensée. Une question que nous avons jusqu'ici évitée mais qui demande maintenant à être considérée. Qui pense vos pensées? Cette question peut sembler absurde au premier abord. C'est vous qui pensez vos pensées, évidemment. Qui d'autre pourrait s'être? Mais regardez de plus près. Quand une pensée apparaît dans votre esprit, l'avez-vous vraiment choisie? L'avez-vous délibérément créée? Ou est-elle simplement apparue, surgissant de quelque part dans les profondeurs inconscientes de votre cerveau? Essayez une expérience simple. Pendant les prochaines secondes, ne pensez à rien. Arrêtez complètement le flux de vos pensées. Faites le vide mental absolu. C'est impossible, n'est-ce pas? Les pensées continuent de surgir, malgré votre volonté de les arrêter, comme des bulles qui montent à la surface d'un liquide en ébullition. Vous ne pouvez pas les empêcher. Vous pouvez diriger votre attention,
Vous pouvez choisir sur quoi vous concentrer, mais vous ne pouvez pas vraiment contrôler quelles pensées émergent. Elles apparaissent spontanément, autonomiquement. Cette réalisation soulève une question vertigineuse sur le libre arbitre, sur l'agentivité, sur ce que signifie être le sujet de ses propres pensées. Le neuroscientifique Benjamin Libet a mené dans les années 80 des expériences troublantes. Il demandait à des participants de décider spontanément à quel moment bouger leur poignet, tout en notant l'instant précis de leur décision consciente. Simultanément, il enregistrait l'activité électrique de leur cerveau, et il découvrit quelque chose d'étonnant. L'activité cérébrale précédant le mouvement commençait environ une demi-seconde avant que les participants rapportent avoir consciemment décidé de bouger. Autrement dit, le cerveau avait déjà initié l'action avant que la personne ne prenne consciemment la décision. La décision consciente semblait arriver après coup, comme une narration rétrospective d'un processus déjà en cours. Ces résultats ont déclenché des débats intenses qui continuent aujourd'hui. Certains y voient la preuve que le libre arbitre est une illusion, que nos décisions conscientes sont simplement des rationalisations de processus inconscients qui ont déjà choisi pour nous. D'autres arguent que l'expérience de Libet ne mesure pas vraiment la prise de décision consciente, mais seulement un aspect particulier, qu'il existe de nombreuses formes de libre arbitre qui échappent à ce protocole expérimental. Mais quelle que soit la position qu'on adopte dans ce débat, une chose semble claire. La relation entre la conscience et la pensée est plus mystérieuse que notre intuition quotidienne ne le suggère. Peut-être que ce que nous appelons « je » n'est pas l'auteur de nos pensées, mais plutôt leur témoin, leur observateur, la scène sur laquelle elles apparaissent. Les pensées surgissent, issues de processus inconscients complexes, impliquant la mémoire, l'émotion, les prédictions, le contexte, et ce que nous appelons « moi » est simplement la conscience de ces pensées, pas leur créateur. Cette perspective peut sembler déstabilisante, elle semble diminuer notre sens d'agentivité, réduire notre sentiment de contrôle, mais elle peut aussi être libératrice. Si vos pensées surgissent spontanément, si vous n'êtes pas leur auteur absolu, alors vous n'avez pas à vous identifier complètement à elles. Vous pouvez observer vos pensées avec une certaine distance, sans être totalement défini par elles. Une pensée anxieuse apparaît, mais ce n'est qu'une pensée, elle ne vous définit pas, elle traverse le ciel de votre conscience et vous pouvez la laisser passer. Une pensée autocritique surgit, mais vous n'êtes pas cette pensée, vous êtes l'espace dans lequel elle apparaît, et elle peut se dissoudre aussi spontanément qu'elle est apparue. Cette vision de la pensée, où nous ne sommes pas les auteurs mais les témoins, où les pensées nous pensent autant que nous les pensons, peut transformer profondément notre relation à notre vie mentale. Elle nous invite à une certaine légèreté, à ne pas prendre nos pensées trop au sérieux, à reconnaître leur nature transitoire, leur caractère spontané, leur impermanence. Et peut-être que cette légèreté est particulièrement précieuse la nuit, quand il est temps de lâcher prise, de cesser de s'accrocher aux pensées du jour, de les laisser se dissoudre dans le sommeil qui vient. Le mystère persistant. Après ce long voyage à travers les mécanismes de la pensée, après avoir exploré les neurones et les réseaux, les souvenirs et les émotions, le langage et la créativité, une question fondamentale demeure. Comment tout cela produit-il la conscience, l'expérience subjective, ce sentiment d'être quelqu'un, de penser, de ressentir, d'exister? C'est ce que les philosophes appellent le problème difficile de la conscience. Comment la matière devient-elle esprit? Comment l'activité neuronale devient-elle expérience subjective? Nous pouvons cartographier les régions cérébrales actives pendant différentes pensées. Nous pouvons identifier les patterns neuronaux qui correspondent à différentes expériences. Nous pouvons même prédire avec une certaine précision ce qu'une personne pense en analysant son activité cérébrale. Mais nous ne pouvons pas expliquer pourquoi. Pourquoi cette activité neuronale s'accompagne d'une expérience?
Pourquoi il y a quelque chose que cela fait d'être vous? Pourquoi l'univers ne pourrait pas fonctionner de la même manière sans conscience, comme un zombie philosophique, effectuant tous les mêmes calculs, mais dans l'obscurité, sans personne pour observer? Ce gouffre explicatif entre la description objective des processus neuronaux et l'expérience subjective de la pensée reste l'un des plus grands mystères de la science. Certains philosophes, comme David Chalmers, arguent que ce problème est en principe insoluble, que la conscience possède des propriétés fondamentales qui ne peuvent être réduites à la physique, qu'elle nécessite peut-être de nouvelles lois, de nouveaux principes. D'autres, comme Daniel Dennett, pensent que le problème difficile est une illusion, que notre intuition qu'il existe quelque chose de mystérieux à expliquer est elle-même le produit de confusion conceptuelle, que la conscience émergera naturellement d'une compréhension suffisamment détaillée des processus cérébraux. D'autres encore, comme Giulio Tononi, proposent des théories mathématiques de la conscience, comme la théorie de l'information intégrée, qui tente de quantifier la conscience, de la mesurer, de prédire quel système physique en possède et à quel degré. Selon cette théorie, la conscience émerge de systèmes qui intègrent de l'information de manière irréductible, qui ne peuvent pas être décomposés en parties indépendantes, où chaque élément influence tous les autres dans une boucle causale complexe. Le cerveau serait ainsi hautement conscient parce qu'il est à la fois hautement différencié, capable de millions d'états distincts et hautement intégré, chaque région influence toutes les autres. Cette théorie fait des prédictions testables, mais elle laisse sans réponse la question ultime: pourquoi l'intégration d'informations devrait-elle s'accompagner d'expériences subjectives? Peut-être que nous ne pourrons jamais vraiment résoudre ce mystère. Peut-être que la conscience restera toujours partiellement opaque à elle-même, comme un œil qui ne peut se voir. Ou peut-être qu'une future avancée, conceptuelle ou technologique, ouvrira soudainement une fenêtre, révélera ce qui nous échappe aujourd'hui, nous permettra de comprendre enfin comment les pensées naissent, non seulement dans leur mécanisme, mais dans leur être même. En attendant, nous vivons avec ce mystère, nous l'habitons, nous sommes ce mystère. Chaque pensée qui traverse votre esprit en ce moment est à la fois complètement ordinaire et profondément mystérieuse. Et peut-être que cette ignorance partielle n'est pas une faiblesse, peut-être qu'elle préserve quelque chose de précieux, un sens de l'émerveillement, une ouverture au mystère, une humilité face à la complexité de notre propre être, car vous êtes, en ce moment même, le théâtre d'un processus, d'une complexité inimaginable. Des milliards de neurones tissent ensemble l'expérience de cet instant, créent ce sentiment d'être ici, maintenant, écoutant ces mots, glissant peut-être vers le sommeil. Et cette expérience, aussi familière soit-elle, reste un miracle, une fenêtre ouverte sur le mystère de l'existence consciente. Laissez maintenant ces pensées se dissoudre doucement. Les questions s'estompent, les réponses deviennent floues, et c'est bien ainsi. Car la nuit n'est pas le temps des réponses, mais celui du repos, de la régénération, du lâcher-prise. Votre cerveau continue son travail invisible, tissant ses connexions, consolidant ses souvenirs, préparant les pensées de demain. Mais vous pouvez maintenant vous abandonner au sommeil, faire confiance à ces processus profonds, à cette sagesse du corps qui sait prendre soin de vous pendant que vous dormez. Les chambres des possibles resteront là, prêtes à générer de nouvelles pensées quand vous vous réveillerez, mais pour l'instant, elles peuvent se reposer, se régénérer, rêver peut-être. Si ce voyage dans les méandres de la pensée vous a apaisé, si ces mystères vous ont accompagné doucement vers le sommeil, vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant à Sommeil et Savoir. Et maintenant, laissez votre esprit dériver, laissez les frontières se dissoudre entre veille et sommeil, entre pensée et rêve. Dormez paisiblement, entouré par le mystère
de votre propre conscience, bercé par le flux incessant de vos pensées qui ralentissent, s'espacent, se fondent dans l'obscurité accueillante. Bonne nuit,